Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Vous êtes nombreuses et nombreux à me dire lorsque vous m'écrivez que vous appréciez particulièrement la diversité des profils des invités. Sans transition donc, après le notoire maître Camille Aéry, j'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec la discrète maître Laurence Duval. Laurence est avocate au barreau de Paris depuis 1997. Elle exerce à son compte et s'est spécialisée en droit de la famille. Laurence est un bel exemple que la réussite, ce n'est pas nécessairement de s'agrandir, mais bien de faire ce qu'on aime et de le faire d'une manière qui nous correspond. Pour elle, cela signifie entre autres de ne surtout pas s'associer et aussi de ne surtout pas avoir de collaborateurs. N'hésitez pas à remercier Laurence pour son témoignage, d'autant plus que ça n'a pas été facile pour Laurence de parler d'elle. Et je vous laisse à cette fin son email en note de l'épisode. Pensez aussi à prendre quelques minutes pour noter Fleurs d'avocat et laisser un avis sur iTunes ou la plateforme que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Par exemple, Raboud a publié sur iTunes l'avis suivant. Très appréciable de pouvoir entendre le parcours et la vision du métier d'avocat au travers de profils variés. Enregistrement à mettre entre les oreilles des étudiants en droit, élèves avocats, avocats ou toute autre personne intéressée par la profession. Longue vie à Fleurs d'avocat. Merci donc beaucoup à vous, Raboud, pour cet avis très sympathique. Et j'espère que ça inspirera d'autres auditeurs à en laisser un à leur tour. Merci à Carlos Sered, qui m'avait également recommandé d'interviewer Cécile Pétureau. C'était donc l'épisode 15 de Fleurs d'avocat, pour la mise en relation avec Laurence Duval. Et bonne écoute! Bonjour Laurence Duval. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci à toi. Laurence, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Alors, comment ? Pourquoi je ne sais pas encore trop, mais comment je sais. Je me suis inscrite en fac de droit après mon bac. Pourquoi ? Je m'étais inscrite au cas où je ratais Sciences Po, puisque l'idée de départ, c'était d'intégrer Sciences Po. Que j'ai préparé après l'année de mon bac, que je n'ai pas intégré. Qu'est-ce que tu voulais faire à travers Sciences Po ? Je voulais faire du journalisme politique au départ. La politique m'a toujours beaucoup intéressée, j'étais assez investie. Et je m'étais dit que Sciences Po c'était une voie, le droit en était une autre, comme j'étais quelqu'un d'assez conscient de la difficulté du concours d'entrée, que j'ai raté à peu de points, mais que j'ai quand même raté. Je m'étais inscrite en droit et c'est comme ça que j'ai intégré la fac de Nanterre. Juste après mon bac. Donc un peu par dépit, mais... Non, pas dépit. J'étais parfaitement consciente, c'était un choix dans le sens où je croyais peu à Sciences Po. Voilà, je le tentais. Les autres y croyaient plus que moi en réalité, je crois. Les autres, c'est ta famille ? Oui, notamment ma maman, qui pour la première fois était très... elle s'est jamais trop occupée de mes études, ça se passait bien. Et quand je suis arrivée et que je lui ai dit, écoute, Sciences Po, je l'ai pas eu, elle m'a dit, comment ça ? Elle était très surprise. Voilà, pour elle, c'était quasi une évidence. Mais rien de plus. Alors que toi, t'étais... Moi, je savais aussi que en intégrant la fac de droit, je pouvais d'abord recommencer, retenter Sciences Po après la licence, 3 ans après. Et puis, non, donc c'est pas par dépit. C'était, je sais que c'était une voie de culture générale et moi, c'est ça que je voulais. De toute façon, c'était emmagasiner des connaissances, m'instruire, et encore aujourd'hui. Et tu rentres à la fac de droit, ça te plaît ? Alors, oui, ça me plaît. Alors d'abord, la liberté de l'université me convenait déjà bien. Je suis quelqu'un d'autonome depuis longtemps. Et, donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Effectivement, à la fac, il n'y a personne pour t'obliger à travailler. Donc, moi, ça me plaisait ça. Libre dans l'organisation de mon temps, libre aussi donc de travailler à côté, parce que j'ai fait pas mal de petits boulots pendant mes études. T'as fait quoi par exemple ? Alors j'ai donné beaucoup de cours particuliers. C'était pratique parce que les cours particuliers se donnent le soir, donc après la fac, et puis suffisamment rémunérateur pour m'aider à régler les choses que j'avais à régler pendant mes études. Et puis l'été, je travaillais aussi. Et là, c'était des petits boulots. J'ai fait au Monoprix, le réassort à la rentrée scolaire, par exemple. J'ai fait du télémarketing. Voilà. Et comment... Donc tu pars avec cette idée de faire du journalisme politique et de potentiellement retenter Sciences Po après la licence. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il se passe que le droit, je me rends compte que c'est la vie. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est la vie, c'est tous les jours. Ça touche tous les moments de la vie, tous les domaines. Et puis, je me rends compte que, oui, c'est ça, que je n'aurais jamais fini d'apprendre.
en faisant du droit. Et c'est ça qui me plaît en fait tout de suite. Alors je trouve pas ça difficile, mais c'est vrai que les 2 premières années, il a fallu beaucoup travailler. Et puis à la licence, ça a été beaucoup plus simple. Voilà. Donc la 3e année et après, c'est ça? Oui. Quand est-ce que tu as décidé que, du coup, avocate Alors, en licence, la question se repose de Sciences Po. C'est le moment où je peux tenter, mais c'est au mois de juin. Et en juin, il y a donc les partiels. Et puis, à nouveau, le concours d'entrée à Sciences Po. Et donc, moi, comme je t'explique, je finance mes études. Ouais. Donc, je peux pas non plus faire 15 ans d'études. Donc, je me dis, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je prends le risque d'intégrer, de rater mes partiels de juin pour préparer Sciences Po en même temps? Je fais pas ce choix-là. Et je reste donc en droit, à la fac. Et je passe, j'ai ma licence sans difficulté et je passe en maîtrise. Enfin, à l'époque, ça s'appelait comme ça. À ce moment-là, pour devenir avocat, c'était le concours d'entrée à l'école d'avocat, comme maintenant. Ouais. Sauf que l'école ne durait qu'1 an, à l'issue de laquelle on était diplômé et puis on démarrait en tant que collaborateur après. Et ce concours, tu l'as eu du premier coup? Je l'ai eu du premier coup. Voilà. Alors, je l'ai eu du premier coup, mais comme c'était l'année 95, il y avait des grèves hyper importantes. Donc à la fac de Nanterre, dans laquelle j'étais, il y a eu beaucoup de retard dans les examens, ce qui fait que toute la promotion de cette année-là, de Nanterre, n'a pas pu intégrer directement l'école de Versailles dont on dépendait. Et un certain nombre d'entre nous ont été envoyés à droite à gauche. Et moi, j'étais envoyée à Rouen. Alors pourquoi? Parce qu'on nous avait quand même demandé de faire des choix. Okay, mais moi, c'était absolument pas possible de partir à Rouen. J'avais un studio à Paris que je louais avec effectivement les petits boulots dont je te parlais en même temps. Donc, j'étais pas encore avocat qu'avec une quinzaine d'étudiants. On a fait appel à ce qui est un confrère maintenant aujourd'hui, pour faire un recours et intégrer effectivement l'école de Versailles, dont on dépendait, et il n'y avait aucune raison qu'on soit... Les autres sont partis, il y en a plein qui n'ont rien dit et qui sont partis à Toulouse, à tout ça. Pour certains, ils étaient contents finalement, pour d'autres moins. Et j'ai fini donc par intégrer Paris, l'école d'avocat de Paris. Et j'ai fait mon année donc de FV à Paris. Quand est-ce que tu as touché pour la première fois la réalité pratique du métier? En fait, à ma 2e collaboration. Comment ça, à ta 2e collaboration? Parce qu'en fait, j'ai pas fait de stage. Voilà. Enfin, si, j'ai fait un petit stage, mais c'était tellement... C'est de ça dont tu parles, la réalité pratique comme ça? Ouais. Oui, mais pour moi, c'était pas la réalité pratique. Je suivais quelqu'un... J'ai fait un petit stage d'1 mois chez 2 consoeurs pénalistes dans le 11e, qui passaient beaucoup de temps en prison. Donc, je suis allée à Fresnes, entre autres. Et je me suis dit que je voulais absolument pas faire de pénal. Ouais. Ça me... avoir la liberté des gens entre mes mains m'effraie. Je trouve que c'est une trop grosse responsabilité. Même si parfois, je sais qu'on a de grosses responsabilités. Mais là, il y a quand même une histoire de privation de liberté que je trouve trop énorme. Donc quand même, c'est un stage qui t'a permis de tirer des conclusions importantes par rapport au métier d'avocat. C'est vrai, en te le disant, je me rends compte. Oui, que je n'avais pas envie de faire de droit pénal. Et puis, c'était le seul côté pratique, parce que l'école, c'était quand même très, très théorique. Ça durait 1 an, puis après, on prête serment et hop. Pouf, collaboration. Et direct. Voilà. Et comment tu as trouvé ta première collaboration? Alors, ma première collaboration, elle a été réalisée dans un cabinet anglo-saxon. Ça s'appelait Price Waterhouse. Maintenant, c'est Cooper Celebrand, je crois, je sais même plus. Ouais, bref. Un cabinet à la défense, de droit des affaires, parce que on faisait tous du droit des affaires, parce que c'est ce qu'il fallait faire pour trouver du boulot par la suite, et puis c'était ce qui était... C'est ce qu'on te disait à la fac? Oh, oui, clairement. Les profs, les chargés de TD, tout ça? Oh, oui, c'était... Faites du droit des affaires, sinon vous allez mourir de faim. Un peu, c'était un peu ça. Et comment, toi, ça t'intéressait quand même le droit des affaires? Oh bah oui, parce qu'il y a quand même une base civile, donc oui. Et puis j'avais pas de... Parce que t'es quand même partie, enfin je veux dire, t'as quand même ta découverte du droit, ça a été le droit, c'est la vie. Donc, oui, c'est ça, c'est la vie. Ouais. Mais les affaires... Mais c'est aussi la vie des affaires. Oui, c'est la vie, oui. Et donc j'écris à plusieurs cabinets, et il y a Price qui me répond, qui me propose un entretien. Je trouvais ça, pour moi c'était presque trop. Je comprenais pas pourquoi.
Et en fait, j'ai compris au premier entretien, la personne qui m'a reçue, donc j'ai pas dit mais pourquoi je suis là, hein, Même si tu le pensais très même fort. si je le pensais très fort. Et on parle de plein de choses. Il me dit oui, vous avez marqué rugby, parce que j'ai joué au rugby quand j'étais plus jeune. Et bon, ça, plus d'autres choses dans mon CV lui ont donné envie de me rencontrer. Et j'ai donc intégré ce cabinet, dans lequel je ne suis restée que 5 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, tout de suite, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout là où je voulais être. C'était trop gros, c'était trop abstrait, c'était pas du tout ça, quoi. Donc abstrait, les tâches qu'on te demandait de faire ? Alors, c'était, quand on démarre dans un gros cabinet comme ça, à ce moment-là, c'était rédiger des contrats, mais sans voir le client, ne pas savoir où ça va aller au final. Donc, c'est vraiment agir de manière ponctuelle sur un petit truc, sur un tout petit maillon, et sans voir les tenants, les aboutissants, pourquoi et jusqu'où. Donc, c'était trop... Il n'était pas question que je poursuive comme ça. Moi, j'aime bien comprendre ce que je fais. Et là, je ne comprenais pas. Du coup, tu as démissionné ? Oui. Ah Oui, j'ai démissionné. Alors après, c'était compliqué parce que c'était une super collaboration. Enfin, c'était bien, c'était hyper bien payé. Enfin, on démarre... Voilà, moi qui avais bossé pendant mes études, etc., c'était quand même ouais, c'était quelque chose d'hyper positif. Et puis tout le monde me disait, mais non, poursuis, c'est le début. Je dis oui, mais moi, en fait, je me rendais compte que j'avais envie de plaider, j'avais envie de voir mes clients, j'avais envie de décider comment on allait faire les choses ensemble avec mon client. Donc j'ai démissionné pour intégrer... Et comment tu l'as vécu, cette démission ? Comme un soulagement. Parce que j'avais écrit à d'autres cabinets entre-temps, hein, je suis quelqu'un de réfléchi et rationnel, et donc il fallait bien que je travaille. Et j'avais écrit, et un cabinet généraliste me proposait de les rejoindre, donc j'ai fait ça. J'ai divisé mon salaire par 2, enfin ma rétrocession par 2. En entretien, tu leur as expliqué ça que, ah oui, pourquoi j'étais là. Oui, bien sûr. Et là, c'était un cabinet généraliste, donc il faisait droit des personnes, qui faisait aussi le droit commercial, hein, mais beaucoup de droit des personnes. Et c'est là que le droit de la famille, clairement, c'est imposé à moi. Mais bon, mon histoire de vie fait aussi que ce n'est rien de très étonnant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que toutes ces histoires humaines de famille, moi, m'ont toujours intéressée. Pour moi, c'est peut-être une des choses les plus importantes dans la vie, en fait. Le lien avec les autres. Donc, Parce qu'il y a eu des conflits dans ta famille qui t'avaient fait... Ah non, pas du tout. Non. Enfin, non, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est une conscience exacerbée de l'importance du lien entre les uns et les autres. Alors, c'est au sein de la famille, mais... et de préserver ça, quoi, de la difficulté de la gestion de ces liens-là, et du coup de pouvoir intervenir. Et c'était en haut de tes valeurs, quoi. Oui, voilà, ouais, clairement. Et c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément conscientisé, mais tu t'es rendu compte à quel point c'était important pour toi et ton alignement quand tu es arrivée dans ce cabinet généraliste. Ouais. Et comment se passe cette collaboration, outre le fait que tu découvres... Bien, alors déjà je prête serment, parce que chez Price je n'avais pas prêté serment, je n'avais pas besoin de prêter serment, parce que je ne plaidais pas. Donc dans ce cabinet généraliste où on était 4, on n'était pas très nombreux, dans le 17e, là je prête serment, je plaide, je me déplace, je vais en province, je reçois les clients, alors pas toute seule au départ, mais... donc ça c'était, ça y est, c'était quelque chose de... Pour moi c'était ça ce que je voulais faire. Mais je voulais le faire, enfin pas toute seule, mais très rapidement je me suis rendu compte que j'avais du mal à ce qu'on m'impose un choix dans la stratégie de défense, de tout ça, et que quand je n'y croyais pas, je travaillais moins bien en réalité. Enfin voilà, c'est essentiel de croire. Donc l'idée de m'installer est venue très rapidement. Très rapidement, ça veut dire quoi ? Très rapidement. Alors, j'ai quitté le cabinet dans lequel j'étais à ce moment-là au bout de peut-être 3 ans et demi, pour intégrer un autre cabinet où là, je ne faisais plus que du droit de la famille, qui était dans le 18e arrondissement de Paris, ce qui était assez peu courant pour un cabinet, pour un lieu de...
Et là, je faisais, et donc là, ça me plaisait énormément, je faisais des permanences en mairie, 2 à 3 soirs par semaine. C'est l'aide juridique. C'était pas vraiment ça. Je sais plus comment ça s'appelle, parce que ça existe encore ça. Hein. C'était C'est les consultations. Ce sont des consultations gratuites en mairie, et c'était un cabinet qui était assez engagé et qui avait donc décidé de faire ça. Alors, les associés avaient décidé de faire ça et c'était les collaborateurs qui faisaient les permanences. Mais moi, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai fait ça voilà, dans des banlieues un peu lointaines. Ça avait motivé ton choix de les rejoindre ? Oui, enfin, ce qui m'avait motivé, c'était de ne plus faire que du droit de la famille. C'est-à-dire d'être rattachée en fait à l'associée qui faisait du droit de la famille. Elle s'appelait Michel Wiesenberg. Je me rappelle encore. Parce que tu expliques quand même qu'assez rapidement, lors de ta donc, deuxième collaboration, tu as senti que tu voulais finalement que ce soit en ton nom et que ce soit tes clients et que tu aies le mot final sur la stratégie, etc. Donc quelque part, tu étais presque prête à t'installer. Ah oui, mais on s'installe pas comme ça. Ben, je sais pas si c'est la personne. J'ai interviewé un jeune homme ce matin qui s'est installé. Oui, mais alors. Voilà. Donc non, mais je te pose quand même cette question bien parce sûr, que du coup, tu as raison. Tu choisis voilà 3 ans et demi, tu te dis alors, bon, quand même je rejoins un autre cabinet. Mais c'est que pendant tous ces temps-là, je prends des dossiers perso. Ouais. Petit à petit, mais moi je viens pas enfin il n'y a pas d'avocat dans ma famille, je suis la première, donc vraiment ma clientèle je l'ai construite toute seule, donc ça c'est compliqué. Quand tu es collaborateur et que tu travailles toute la journée, pour après prendre toi des dossiers et avoir le temps de t'en occuper correctement, c'est compliqué. Et puis après il y a aussi le réseau à développer. Alors, moi j'étais avocat à 24 ans. Donc tu vois, là on parle, là j'en ai 27. Tu vois, à 27 ans, des gens qui viennent te voir en disant oui, maître, je vous fais confiance, il y en a peu. Il y en a peu quand même. Donc ça prend du temps. Et puis on ne pouvait pas s'installer avant 2 ans au minimum de collaboration. D'accord, il y avait ça. Il y avait ça. En fait, je me suis installée au bout de, je crois que c'est 5 ans, 6 ans. Ouais. Donc, tu as fait 2-3 ans dans cette troisième collaboration. Voilà, qui en fait, et aussi parce que ces permanences, au bout d'un moment, je leur ai demandé si je pouvais ne plus être collaboratrice. Donc, j'ai fait les choses de manière progressive. Et en fait, conserver mon bureau, le secrétariat, etc., contre ces permanences que je faisais. Ah. Parce que ça se paie un bureau, ça se loue des locaux. Et donc il faut pouvoir les louer, c'est pareil. Donc d'un côté, eux, ils voulaient qu'il y ait quelqu'un qui aille faire ses permanences pour eux. Et toi, ça te permettait d'être en fait en semi... Et c'est comme ça en fait que je me suis installée et lancée. Voilà, au sein de ce cabinet-là. Et ils ont accepté sans embâge ? Non, sans difficulté. Bon, ça faisait déjà quand même un petit temps qu'on travaillait ensemble, enfin que j'étais là. Donc ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Et en plus que t'arrivais, enfin voilà, en 6e année de collaboration, ça commence à être... Tout à fait. Et alors, ces débuts ? Alors, ces débuts, ils ont été difficiles. Ils ont été difficiles parce que c'est difficile de développer sa clientèle. Ça a mis, moi je me rappelle encore à l'époque d'un des associés qui me disait, mon Laurence, faut pas vous inquiéter, il faut au minimum 10-15 ans avant que ça... Oh là là. Donc il me dit ça, je me dis, bon d'accord, ça m'inquiétait un peu. En même temps, j'avais confiance en moi, en mes capacités, mais bon, je crois que c'était gentil de sa part, hein. C'était juste pour pas que je sois trop impatiente, mais ça m'a mis un petit coup. Moi, ça m'aurait complètement découragée. Non, ça m'a pas découragée, mais bon. Et puis voilà, voilà, ça, petit à petit, j'ai ensuite rejoint une amie donc, qui avait été collaboratrice au même endroit que moi, dans le 18e, et qui s'installait dans le 13e. Donc elle faisait du droit public, elle. Et donc je l'ai rejoint dans ses locaux, là-bas, avec d'autres confrères, pendant quelques années. Et puis ensuite, je suis arrivée ici. Tu vas beaucoup trop vite. Pour les locaux, je parle. Ouais, voilà. Mais donc ces confrères, cet ami et puis les autres confrères que tu as rejoints, c'est un peu une première... Enfin, vous étiez pas... vous partagez les locaux, mais je suppose que c'était pas une association aussi, c'était une association ? Non. Il y a, je crois qu'ils étaient 3 associés. Et puis, mon amie Aude, dont je te parle là et que j'ai rejoint, ainsi qu'une autre et moi étions
en sous-location. Toi, tu voulais juste changer de bureau ou c'est parce que ton précédent cabinet t'a dit bon, ben, maintenant... Non, il fallait. Alors, Aude partait et me le proposait, et ça correspondait avec un moment où les associés du cabinet dans lequel j'étais. Ce cabinet n'existe plus. Ouais. Il a un peu volé en éclats. Voilà. Et pendant ces années, tu continues à développer ta clientèle et ensuite t'arrives ici. Alors ensuite j'arrive ici. Comment j'arrive ici? En fait, je rejoins Sophie et Frédéric qui sont propriétaires des locaux et qui étaient à l'EFB avec moi. Donc qui sont des amis de longue date qui me proposent au moment où Aude part, elle, rejoindre et s'associer avec quelqu'un, ça tombe à peu près au même moment, me propose, donc moi je cherche des locaux, de les rejoindre ici. Pourquoi je réponds oui tout de suite, parce qu'on est dans le 17e arrondissement de Paris et que c'est ma zone géographique et puis que je les connais bien. Et on exerce dans des domaines d'activité différents. Donc eux, ils exercent... Donc Sophie fait du droit social principalement et Frédéric commercial, immobilier. Et vous travaillez tous pour des particuliers? Ah non, moi je travaille pour des particuliers parce que je suis du droit de la famille. En droit social, on peut pas travailler pour des mais Sophie ne fait... Non, je crois que Sophie ne fait pas que... Non. Donc vous partagez pas, c'est pas une sorte de partage de clientèle par ailleurs, quoi. Absolument pas. Vous êtes juste dans un partage des locaux. Tout à fait. Et t'as jamais eu envie de t'associer? J'ai toujours eu envie de ne pas le faire. T'as toujours eu envie de pas le faire? Ah oui, clairement. Je tiens à ma liberté, tu n'imagines même pas à quel prix. Voilà. Ouais, un rubis. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. Moi, je suis bien je suis heureuse d'être avocat, ça me plaît, mon métier me plaît. Je vais travailler le matin avec plaisir. Parfois, je suis un peu plus fatiguée que d'autres jours, etc. Mais parce que je suis libre, voilà. Libre d'apporter... comment formuler ça? Libre d'apporter toutes mes compétences, toute ma disponibilité à mes clients. Et je veux surtout pas m'encombrer de devoir rendre des comptes voilà. Je veux bien rendre des comptes à mes clients, c'est normal, mais c'est tout. Donc vraiment un choix dans cette autonomie, cet exercice individuel. Oui, je crois que si je pouvais plus exercer comme ça, je ferais autre chose. Ouais, carrément. Ah oui. Ouais. Donc en fait, ce que t'adores, en plus du fait que tu travailles pour dans un environnement et pour des causes qui te parlent, et c'est vraiment cette liberté que ça te donne. Ouais. Tu as eu un collaborateur ou une collaboratrice? Jamais. Jamais. Plus. Pareil. Non. Non, mais c'est pour pas avoir quelqu'un dont voilà. Oui, qui a une charge en plus, donc qui a un poids en plus. Oui. Voilà. Et puis on a aussi j'ai une façon de travailler, mais c'est de plus en plus comme ça. Mais je travaille mes dossiers en rédigeant. Donc s'il fallait que je relise ce que quelqu'un d'autre fait, enfin c'est pareil. Oui, alors c'est peut-être excessif, hein, mais moi j'ai vraiment. Il n'y a pas d'excessif, c'est ta manière d'exercer ton métier. Oui, j'exerce mon métier comme ça. Voilà. Dans le domaine du droit de la famille, je crois qu'on est assez nombreux à exercer de cette façon-là. Et puis c'est la manière dont t'aimes l'exercer en fait. Oui, et puis je crois que c'est comme ça que je le fais bien, quoi. En fait, t'aimes encore beaucoup le fond du droit. Ah bah clairement. Vraiment le traitement de fond de tes dossiers. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Parce que quelque part, quand tu commences à avoir un collaborateur, c'est aussi pour déléguer certains types de tâches et tout. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Alors, moi, j'ai prêté serment en 1997. Ah ouais? Donc, je suis avocat depuis en juillet, ça fera 22 ans. Et donc, ça fait une vingtaine d'années que tu fais du droit de la famille. On va dire que du droit de la famille, une bonne quinzaine d'années. 15 ans, parce que au début, on prend un certain nombre de dossiers qui viennent. Alors, on fait ce qu'on ne devrait pas faire, si on le savait, mais prendre le dossier des copains, de tout ça, et ça, moi, je le déconseille fortement. On n'est pas bon, en fait, quand on est trop proche de ses clients. Mais donc, du coup, je faisais un peu... un petit peu de problème de beau, un petit peu de tout ça, voilà. Et après, quand tu as pris un dossier, tu ne le lâches pas en cours de route. Mais donc, je ne prends plus que du droit de la famille depuis une bonne quinzaine, 10-15 ans. Et tu te lasses pas? Non. Ben non. C'est quoi ton secret? Mon secret déjà, c'est que
que le droit évolue, la loi elle évolue tout le temps, ça change sans cesse. On n'a pas déjà un nouveau divorce il y a 2 ans qui va déjà nous le changer, nous en rajouter encore d'autres. Donc déjà ça, mais je ne peux pas dormir sur mes lauriers, je peux pas, voilà, je peux absolument pas rester sur mes modèles, mes machins tout le temps puisque ça change. Donc, ça c'est quand même hyper agréable. Je suis obligée de lire tout le temps. Bon, les formations, on a 20 heures de formation par an obligatoires. Alors parfois quand on est débordé... Tu les fais ? Voilà, alors parfois je me dis j'ai pas le temps. Mais j'essaie, oui, j'essaie de le faire. Et bon, ça m'intéresse à titre perso, mais t'es satisfaite par la qualité des formations que tu fais ? Alors, moi, ce que je fais, ce sont les formations qui sont, tu sais, dispensées par la maison Place Dauphine, là. Ouais. Voilà. Ou bien je fais mais je fais plus ça parce que ça va plus, enfin je trouve que ça va pas finalement. Mais les états généraux, je faisais les états généraux du droit de la famille qui avaient lieu en janvier ou bien au mois de juin. Maintenant il y a un truc qui s'appelle Campus. Voilà, Campus. Voilà. Je fais plus, je fais les petites heures de temps en temps en fonction des sujets qui m'intéressent. Bon bah forcément il y a des choses qui sont un peu redondantes, mais c'est plus des piqûres de rappel, voilà. J'apprends rien. En revanche, quand il y a une nouvelle, le nouveau divorce, et ben, c'était pas inintéressant d'aller voir des confrères, d'en discuter, de savoir comment on allait rédiger les actes, etc. Quoi. C'est pas, donc l'échange avec les confrères, il est intéressant. On va revenir sur cet échange avec les confrères, mais est-ce que tu as évolué dans ta manière de gérer tes dossiers depuis ces 10, 15 dernières années ? Oui, je suis obligée, oui. Bah oui, parce qu'il y a plein de choses qui changent. Oui, mais tu vois, au-delà du fond du droit et de... Bon, bah maintenant, il y a des choses qui se font plus par convention ou que par contentieux ou autre. Je me rends pas trop compte en droit de la famille, mais même dans ta manière d'appréhender un dossier, dans ce que tu vas... Je sais pas, est-ce que tu réinventes un peu ta manière d'être avocat ou... Oh non, c'est une sacrée question, ça. Ouais, mais souvent mes invités pensent que ça va être juste on prend le café, là, on papote. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je rigole. Réinventer, mais je réajuste un certain nombre de choses. Je tire les enseignements des événements qui sont passés. C'est plus par rapport à la nature humaine dans mon domaine que j'évolue. En quel sens ? Je ne m'ennuie jamais parce que je travaille avec les humains, donc aucun humain n'est absolument identique à l'autre. Il y a des comportements qui se répètent, mais bon. L'humain est capable de choses absolument merveilleuses, mais absolument terribles aussi. Donc je prends de plus en plus de distance par rapport à ça. Et plus je prends de la distance, meilleur je suis, je crois. En tant qu'avocat. Donc c'est dans la gestion du rapport à l'autre, je pense que là, je sais pas si je réinvente, mais en tout cas je fais évoluer ma façon de d'être avec les gens. Et puis d'un point de vue technique, je sais pas. Non, mais c'était. T'es pas obligé d'avoir une réponse. Hein, peut-être qu'il y en a pas, mais du coup, ce serait plus toi dans ton rapport à tes clients en fait. C'est ça. Après, dans la gestion du dossier, non, je fonctionne d'une certaine façon et en fait, je suis là du début à la fin. Justement, dans ton métier, enfin, dans tout métier d'avocat finalement, mais voilà, il y a cette part humaine qui est très importante. Est-ce que tu t'es formée à ça ? Non, d'abord, on n'est pas formé. Je crois que j'ai ma nature fait que je me sens à ma place. Oui. Donc, alors, en droit de la famille, on a des formations qui sont quand même... mais effectivement, on n'a pas fait de psychologie, ni toutes ces choses-là. C'est juste que moi, l'autre m'intéresse. Donc je prête attention. Et voilà, donc j'apprends des choses comme ça. Mais là, on n'a pas de formation particulière. Ouais. Mais t'aurais aimé ? Au départ, oui, ça aurait peut-être été pas mal. Mais parce que je fais du droit de la famille, je pense. C'est-à-dire qu'en droit des affaires, on non, mais par exemple en pénal, oui. Je pense qu'il y a plein de matières, où ce serait utile. Parce que il y a, les avocats, il y a des fois où ils ont des sociétés, mais il y a toutes les fois où ils ont des problématiques qui sont les problématiques de particuliers, que ce soit du droit de la famille ou d'autres choses en fait. Et comment est-ce que tu vois ton exercice dans les années qui viennent ? Ouais, pareil, je m'étais pas préparée à ça. Poursuivre comme j'exerce aujourd'hui, ça me convient. Ouais. Ça me convient très bien. On est suffisamment nombreux au cabinet pour pouvoir échanger.
sur le droit ou autre chose. Hein. Donc, humainement, on est... Voilà, c'est des gens qui sont plutôt agréables, donc avec lesquels on peut... Voilà, je suis pas toute seule dans... Même si mon cabinet, c'est moi. Hein, voilà. Oui, mais tu te sens pas isolée, quoi. On n'est pas isolés et on échange, effectivement. On travaille... Voilà, on travaille aussi ensemble quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure du rapport avec les confrères et tu as gardé, enfin je veux dire, tu as une vie de palais entre guillemets riche? Pas du tout. Non. J'ai pas beaucoup. Mes amis ne sont pas avocats en fait. Je sais pas que j'en veux pas. Hein, j'en ai quelques-uns. Non, mais c'est. J'en ai quelques-uns qui sont avocats, mais très peu. J'ai pas une vie de palais. Et puis de toute façon, une vie de palais, c'est déprimant. Il faut y aller au palais aujourd'hui. T'es allé au palais récemment? Non. Depuis que le tribunal est ici. Non. C'est triste. Il y a personne dans les couloirs. Alors moi, je suis à 10 minutes à pied du nouveau tribunal. C'est extrêmement pratique. Puis c'est un beau bâtiment. Hein. Bravo l'architecte. Après voilà, c'est pas le palais, quoi. Donc la vie de palais, non. En tout cas, t'as jamais été très portée sur, je sais pas, les associations du barreau ou des choses comme ça, non. Et pour en revenir à l'évolution de ta... Enfin, tu t'interroges ou sur tout ce qui est, tu vois, digitalisation de la profession et tout, c'est des choses qui t'inquiètent ou qui t'interrogent? On voit bien qu'on travaille plus de la même façon. Le contact, il est de plus en plus rare. Et en même temps, dans mon domaine, en droit de la famille, je maintiens quand même ça avec mes clients, je maintiens ça avec les magistrats. Par exemple, le nouveau tribunal là qui est à côté, c'est vrai que maintenant, je me déplace plus facilement pour aller discuter avec les greffiers. Alors c'est compliqué pour y accéder, hein, il y a le badge, etc., l'ascenseur, enfin bon. Mais pareil avec les juges d'affaires familiales. Donc je craignais en fait, comme ils sont dans une tour, hein, qu'on se voit plus du tout. Et en fait, mais c'est pas le cas, c'est pas ce qui se passe. Donc il y a un contact humain. Maintenant, en ce qui concerne le fait qu'il n'y ait plus de papier, qu'il n'y ait plus de... Bon, non, ça me dérange pas. Oui, en réalité, toi, ta plus-value, tu la sens pas hyper impactée par les nouvelles technologies, entre guillemets, quoi. Non. Non. Non, mais c'est pas une question piège, hein. Non, mon client, je le vois encore. Je suis encore à ses côtés du début à la fin de la procédure ou en amont avant la procédure. S'il vient me consulter avant, c'est mieux. Après, j'exerce, la façon dont j'exerce aujourd'hui me convient parfaitement. Moi, je suis épanouie, hein, ça c'est dans mon boulot, c'est certain. Alors parfois c'est lourd parce qu'il y a des situations difficiles. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop, je fais d'autres choses dans ma vie à l'extérieur. C'est peut-être pour ça que je suis pas particulièrement investie au sein de la profession, parce que pour y être bien, en tout cas c'est comme ça que moi je fais, pour y être bien, je fais d'autres choses à l'extérieur. Voilà. Mon boulot c'est quelque chose d'important, je l'aime, mais pour l'équilibre de vie, moi j'ai besoin de faire d'autres choses aussi. Du coup, dis-moi, Laurence, une source d'inspiration actuelle? L'humain en général, les autres. Toujours. Ta dernière joie? Il y en a plein. Enfin, plein de moments. Tu penses à un moment particulier? Oui, je pense à un dossier, à un client, un homme, parce que je m'occupe autant des hommes que des femmes. On a obtenu récemment la fixation de la résidence principale de son fils chez lui. C'est un dossier qui est compliqué, conflictuel, et ça faisait plus de 2 ans qu'il ne l'avait pas vu. On a obtenu devant le juge qu'il puisse le voir déjà pendant les vacances, et puis donc là il pleurait déjà. Et ça c'est de joie. Donc mes clients, donc il y a des hommes, des femmes, les hommes ont beaucoup plus de mal à montrer leurs émotions. C'est aussi pour ça que j'aime bien les défendre parfois, parce que il leur manque ça, par rapport aux femmes. Je trouve que c'est plus difficile pour eux. Et là, ça sortait, sa joie. Alors, il pleurait, mais oui, c'est ça, de joie, une vraie joie. Et moi, j'étais... Surtout que j'avais la sensation que c'était juste. C'est ça aussi. C'est que dans mon domaine, j'essaie que le résultat il soit juste. C'est pas si abstrait que ça, quand même. Mais voilà, ça c'était une grande joie professionnelle. Voilà. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Un jean tout le temps.
c'est mon pantalon préféré. Merci beaucoup Laurence. Merci à toi.